Merci énormément d'être avec nous, messieurs, dames. C'est votre émission Entre les lignes. Bienvenue à toutes et à tous. La grande actualité de ce soir, vous le savez certainement, c'est l'annulation, je veux dire le report de la marche du 22 juillet par la coalition Article 64. Celle-ci dit vouloir donner chance au dialogue en écoutant l'appel des évêques de la Cinco et des pasteurs de l'Église du Christ au Congo. Ils disent donc donner un ultimatum et pour eux, la date du 15 août, c'est le dernier verrou. Dépasser ce délai, si le dialogue n'est pas convoqué, eh bien, la mobilisation va reprendre sous l'étendue du territoire national. Bonne, mauvaise nouvelle, erreur stratégique ou stratégie politique. Le débat est lancé. Vous pouvez également nous écrire sur le numéro qui est affiché au bas de l'écran pour pouvoir participer justement à cette émission. Allez, qu'en pensez-vous? En face de nous, un membre de la coalition Article 64 justement, qui n'est pas d'accord avec cette question, Monsieur Manuel Malangou, qui est également membre du Bloc National, est avec nous sur ce plateau. Monsieur Manuel Malangou, bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue dans cette émission. Merci. Voilà, on va directement lancer donc ce débat. Dites-nous, comment vous réagissez par rapport à ce report de la marche du 22 juillet? Comment je réagis par rapport à ces reports? Oui. Je peux réagir qu'avec un sentiment d'indignation, de constater que aujourd'hui un certain nombre, un groupe de gens veulent aujourd'hui où ils sont en train de trahir les combats. Et ces combats que nous nous sommes donnés pour barrer la route au régime en place, ce régime qui veut justement changer la constitution de la République pour se maintenir au pouvoir, ce régime qui a multiplié des stratégies pour voir comment torpiller, marcher sur la constitution de la République. Et ce régime, nous nous sommes dit, nous allons nous réunir en tant qu'opposition pour barrer la route à ce groupe de personnes au pouvoir, pour ne pas leur permettre d'aller au-delà de 2028. Et c'est quoi? Nous demandons au régime en place de respecter la Constitution de la République, mais nous n'allons pas seulement leur demander de respecter la Constitution de la République comme ça dans la bouche. Nous allons le faire à travers les marches sur terrain. Et donc, nous avons, ensemble avec les autres, nous nous sommes convenus de mettre en place la coalition Article 64. Cette coalition qui avait bien sûr pour mission de barrer la route au régime de Tshisekedi, de ne pas violer la Constitution de la République. Est-ce que aujourd'hui la coalition Article 64 est en train de respecter les combats, la confiance que les peuples congolais avaient placée en elle? La réponse à cette question est non. Aujourd'hui, nous avons un groupe, un présidium qui est à la tête de cette coalition, qui, d'une manière ou d'une autre, est en train de trahir la confiance que les peuples congolais avaient placée dans cette coalition. Parce que, faut pas oublier, ils disent qu'ils ont les organes, ce sont les organes de la coalition qui se sont réunis, qui ont décidé. Il y a eu d'abord réunion de la conférence des présidents, la réunion d'abord du présidium avec les pères catholiques et protestants. Après, ils ont réuni la conférence des présidents qui réunit les présidents des partis politiques membres de la coalition 64. Ensemble, c'est la coalition qui a levé l'option. Ce ne sont pas ces 5 ou 6 leaders membres du présidium. C'est toute la plateforme qui a décidé, après un débat délibéré ensemble. Bon, je voulais vous dire, c'est pas toute la plateforme. Parce que dans la coalition, je vais vous dire certains, ceux qui se disent du présidium. Et je ne sais pas sur base de quels critères, ils font partie de ce présidium. Lorsque ce mouvement ou cette coalition a commencé, il y a eu des contacts, ça et là, et nous nous sommes mis d'accord pour partir avec un mouvement qui va avoir pour objectif d'empêcher les régimes d'aller au-delà de 2028. C'est quoi? Les projets qui étaient mis en place par le régime Tshisekedi de changer la constitution, nous serons là pour faire un blocage. Mais aujourd'hui,
l'objectif même qui était sur l'ordre constitutionnel, les respects de l'ordre constitutionnel, ces objectifs-là ne sont pas ceux qui sont en train d'être brandis. Mais c'est dit dans le communiqué. Mais le communiqué le dit que le changement de la constitution, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. C'est dit dans le communiqué. Les changements de la constitution de la République. Vous vous rappelez, nous avons été dans les sections nationales. L'objectif, c'était quoi? D'empêcher les régimes de ne pas violer la constitution de la République. C'est ça la priorité des priorités. Nous empêchons ces régimes à ne pas changer la constitution de la République. C'est de la même manière que nous nous sommes réunis dans la C64 pour dire au régime en place que vous avez eu les mandats constitutionnels, mais vous devez respecter les délais qui est fixé par la constitution de la République. Ici, la C64 ne s'est jamais donné pour objectif à poursuivre ou soit demander un dialogue au régime, que nous sommes demandeurs d'un dialogue. Non, nous n'avons jamais sollicité ce dialogue-là. Nous, ce que nous avons sollicité ou ce que nous avons toujours demandé, c'est le respect de la Constitution de la République. Et aujourd'hui, ceux qui veulent les dialogues, excusez-moi de dire, c'est tout simplement des opportunistes politiques. Comme pourquoi? Qui veulent aujourd'hui s'accrocher derrière cette question du dialogue national ou inclusif, tout simplement parce qu'ils savent que à la fin de chaque dialogue, c'est un gouvernement élargi d'union nationale qui sera mis en place. Et ça va leur permettre d'être nommés à tel ou tel poste ministériel. Et nous, qui sommes dans le vrai combat, parce que le vrai combat, c'est quoi? C'est d'empêcher les régimes de Tshisekedi, les régimes, de ne pas violer la constitution de la République. Que l'ordre constitutionnel soit respecté. Point barre. Donc nous ne sommes plus dans d'autres démarches de demandeurs de dialogue, parce que ces dialogues, vous vous rappelez, Tshisekedi l'a toujours refusé. D'ailleurs, il a dit plusieurs reprises que je ne discuterai pas avec les pantins. Je ne pourrai pas organiser un dialogue national s'il n'y a pas de garantie qu'une fois que ce dialogue est convoqué, la guerre va finir à l'est du Congo, Paul Kagame va cesser d'armer les mouvements rebelles à l'est, dans la partie est du pays, et donc, il n'y a pas de garantie ici qu'une fois que ce dialogue est convoqué, toute la guerre va finir à l'est du Congo. Et voilà. Et donc, il a été toujours contre l'idée de convoquer un dialogue national inclusif. Mais qu'est-ce qui pousse aujourd'hui M. Tshisekedi à pouvoir convoquer ce dialogue pendant que l'opposition politique veut justement aller dans le sens des contestations pour lui dire, monsieur, vous devez partir en 2028 si vous n'organisez pas les élections dans la date voulue par la Constitution de la République. Et donc, aujourd'hui, si l'opposition s'organise... Mais on va organiser les élections comment pendant qu'une partie du pays est occupée? Mais c'est sur ce point-là où nous sommes. Nous n'allons pas rester comme ça, bras croisés, parce qu'il y a la guerre à l'est du pays, pour que les élections ne soient pas organisées. Mais non. Qui sont responsables de cette crise sécuritaire? Oui, mais on fait comment? C'est le régime en place. C'est le président de la République, avec son gouvernement, qui n'ont pas su sécuriser les peuples congolais, qui n'ont pas su protéger les territoires nationaux. Mais on fait comment? Et qui sont responsables de ça? C'est le régime en place. Raison pour laquelle nous avons voulu, à partir de la date du 12, demander la démission du président de la République pour incompétence, tout simplement. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nous, au niveau de la C64, nous n'avons jamais, en aucun moment, demandé ni les dialogues politiques, demandé ni une négociation à l'amiable avec les régimes de Tshisekedi? Non. Ce que nous avons demandé, c'est tout simplement le respect de l'ordre constitutionnel. Mais au-delà de ça, on était face à un gouvernement qui veut marcher sur la Constitution de la République, qui veut violer cette Constitution. Et nous leur avons dit que nous allons nous présenter devant le palais des nations pour exiger tout simplement la démission. Mais je vous ai suivi avant même la création de l'article 60, de la coalition article 64. Je vous ai reçu plusieurs fois sur mon plateau, sur mes différents plateaux, où vous étiez partant pour un dialogue national inclusif. Alors pourquoi vous aujourd'hui apparemment vous êtes contre cette idée-là, ce que vous avez défendu hier? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais, mon cher ami, mais les dialogues. Vous savez que les dialogues, c'est le président de la République qui les convoque. Bien sûr. Mais jusque-là, le président de la République n'a jamais parlé de cette question de dialogue. Ça vient de la bouche d'un organe religieux qui se prononce
après une entrevue avec le président de la République. Mais les dialogues, c'est le président de la République qui doit les convoquer avec une ordonnance présidentielle. Et nous savons que lorsqu'on convoque un dialogue, ce n'est pas le président de la République de pouvoir fixer certaines conditions pour ceux qui veulent participer dans ce dialogue-là. Et déjà, quand le porte-parole du gouvernement dit que certains membres de l'opposition qui ont le sang du peuple congolais dans leurs mains ne pourront pas participer dans ce dialogue-là. Mais est-ce que vous pensez que ce dialogue sera inclusif? Mais non. Ici, ce que nous demandons, c'est quoi? Le temps que nous avons demandé le dialogue est déjà, ce temps est imparti. Ce temps est déjà parti et aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est le respect de l'ordre constitutionnel. Parce que nous avons voulu ce dialogue depuis longtemps, parce que nous souhaitons ce dialogue pour discuter de certaines questions sécuritaires. Vous n'avez pas l'impression que mais le président de la République n'a pas voulu convoquer ce dialogue au temps voulu. Mais aujourd'hui, parce que l'opposition veut s'organiser pour demander son départ, pour demander à ce que la Constitution de la République soit respectée en 2028 et que lui fasse la passation du pouvoir. Et aujourd'hui, commencer à vouloir demander ce dialogue, moi je pense que ce sont des fausses manœuvres tout simplement pour débaucher certains membres de l'opposition et avec un plan qui est déjà bien établi par l'Union sacrée et tous ceux qui veulent aujourd'hui participer dans ce dialogue-là, ceux qui seront des membres à part entière de l'Union sacrée. Le dialogue et ils veulent aujourd'hui élargir l'Union sacrée pour débaucher certains membres de l'opposition. Et voilà pourquoi nous sommes contre cette démarche-là. Apparemment, vous êtes parce seul. Parce qu'on ne parle pas de la décrispation de la classe politique. Comment vous êtes seul? On ne parle pas de la décrispation. Si, c'est dans le communiqué. Et moi, je pense que ceux qui sont en prison doivent sortir de la prison. C'est écrit dans le communiqué. Ceux qui sont en exil doivent rentrer au pays. Et il n'y a pas de Congolais méchants et de Congolais moins méchants ici. Que ce soit ceux qui ont touché aux armes, doivent revenir au pays. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je pense que parler du dialogue pour l'instant, c'est servir des béquilles au régime en place, qui veut se maintenir au pouvoir. Parce que ce dialogue va aboutir par quoi? Vous savez comment ça se passe. Et qu'est-ce qui garantit à l'opposition aujourd'hui qu'une fois que ce dialogue est convoqué, M. Tshisekedi, avec son gouvernement, vont renoncer à leur projet du changement de la Constitution? Mais s'ils prennent, rien n'est garanti. Mais s'ils prennent l'engagement, devant c'est une manière, c'est une façon tout simplement de jongler l'opposition. C'est une manière, sans mâcher les mots, d'anéantir et d'affaiblir l'opposition politique. Mais nous qui sommes avertis, nous disons aux uns et aux autres que nous allons continuer notre combat, nous allons continuer des marches sur terrain afin de dire à M. Tshisekedi que vous devez partir le plus tôt possible d'ici 2028. Vous allez organiser la marche avec qui? Parce que là, on vous voit... Nous allons organiser, seul. Je ne suis pas seul, je suis avec les peuples congolais. Nous allons organiser des marches sur terrain pour continuer à dire au régime en place que vous devez partir coûte que coûte en 2028. Si les élections ne sont pas organisées à la date fixée par la Constitution de la République, le régime de Tshisekedi doit partir. L'idée du dialogue n'intéresse pas toute la classe politique de l'opposition. N'intéresse pas la classe politique de l'opposition. Et ici, s'il y a certains opposants qui sont assoiffés des postes politiques, qui veulent intégrer le gouvernement parce qu'ils sont assoiffés du pouvoir, ça n'intéresse pas les restes de l'opposition, parce que l'opposition, elle est plurielle. Donc la C64 ne vise que des intérêts personnels, des postes, des responsabilités. Je ne dis pas que la C64, parce que moi j'en fais partie. Je fais partie de la C64. Je veux dire, mais je ne vise pas l'intérêt, je ne vise pas l'intérêt personnel. Je suis pas en train de dire que nous allons dans ce dialogue-là pour avoir des postes politiques. Non. Mais j'ai dit qu'il y a un certain groupe d'opportunistes qui sont à 4, qui constituent le présidium de la C64. Et ceux-là qui sont assoiffés du pouvoir, qui veulent tout simplement aller dans ce dialogue-là parce que ils savent que ça va aboutir par la distribution de certains postes politiques. Et pour ça, nous disons non. Et nous appelons également à la jeunesse de ces pays de pouvoir comprendre que la politique ne doit pas se faire dans ce sens-là. Et s'ils sont manipulés, tout simplement, c'est pour qu'ils puissent servir des béquilles à ces gens-là qui veulent un jour intégrer le gouvernement, et la jeunesse de ces pays n'aura rien.
en retour. Et pourquoi pas la population congolaise? Parce que la population ne pourra pas bénéficier de ces dialogues-là. Alors, nous ne voulons pas faire un cercle vicieux parce qu'il y a un groupe d'opportunistes qui veulent tout simplement à tout prix que ce dialogue soit organisé parce que eux veulent qu'un premier ministre sorte de l'opposition. Pourtant, pourvu que celui-là forme un gouvernement afin que certains d'entre eux se retrouvent dans certains postes ministériels. Alors, et donc, pour ça, nous sommes contre. Alors, Monsieur Manuel, vous êtes contre l'organisation d'un dialogue. Dites-nous maintenant, par quel mécanisme l'Est qui est occupé sera libéré? Par quel mécanisme on peut organiser les élections dans les délais? Et par quel mécanisme, disons, ceux qui veulent changer la Constitution ne vont pas changer la Constitution? Comment ça va se faire? Par quelle mesure la guerre qui est à l'est du Congo va cesser une fois que ce dialogue est organisé? Oui. Mais c'est sur ces points-là où nous sommes, mon cher ami. Oui. Parce que M. Tshisekedi lui-même a reconnu et il a insisté en disant que le dialogue ne viendra pas résoudre les problèmes de la sécurité dans la partie est de notre pays. Et lui-même, il a insisté à maintes reprises que je ne pourrais en aucun cas discuter avec les pantins. Vous vous rappelez? Mais qu'est-ce qui pousse aujourd'hui le régime de Tshisekedi à pouvoir convoquer ce dialogue national et inclusif? Mais c'est pour de simples raisons que je viens d'évoquer que l'objectif qu'ils ont, c'est tout simplement d'anéantir l'opposition politique. Et tandis que l'opposition est déjà déterminée, ce terrain, à exiger son départ. Mais oui, justement, pourquoi depuis longtemps, ce dialogue a été demandé? Nous autres, nous étions partants. Mais si ce dialogue, si le président il n'a jamais voulu accepter de convoquer ce dialogue. Mais qu'est-ce qui pousse aujourd'hui qu'une fois que l'opposition monte en créneau pour continuer à demander son départ ou sa démission, et M. Tshisekedi accepte de convoquer ce dialogue? C'est à ce point où nous sommes. Et donc, nous estimons que ce sont des fausses manœuvres tout simplement pour débaucher et anéantir l'opposition. Mais parce que nous sommes de cette jeune génération politique qui sont avertis, raison pour laquelle nous disons, nous ne sommes pas partants pour ces dialogues. Nous sommes partants pour l'idée du respect de la Constitution de la République et du départ pur et simple du président de la République en 2028. Et si les élections ne sont pas organisées, je pense que les peuples congolais ne vont plus continuer à les soutenir ou soit à les considérer comme les chefs de l'État. Et dans ces cas-là, je pense que le pouvoir sera dans la rue. Le pouvoir sera dans la rue, ok. Mais si le président démissionne aujourd'hui, comment sera le Congo d'après? Si le président démissionne, je pense que les conditions de la démission du président de la République, c'est bien défini dans la Constitution. Oui. C'est le président du Sénat qui prend la commande et qui va organiser les élections dans 6 mois. Ça, c'est ce que la Constitution nous dit. Dans quelques mois, et donc, c'est le Sénat, le président du Sénat qui va, pendant cette période de vacances du pouvoir, qui va exercer les fonctions du président de la République jusqu'à la date où il va organiser les élections. Oui, mais on organise les élections avec Goma ou Bukavu ou sans Bukavu? Mais je vous dis que il faut que vous compreniez une chose. Oui. Que ce n'est pas Goma aujourd'hui qui fait problème. C'est ceux qui ont pris les armes qui font le problème, qui font les malheurs du peuple congolais. L'aîné du problème, c'est le système de gestion de Tshisekedi qui fait problème. Mais le Rwanda n'est pas là. Et qui pousse... Mais le Rwanda, le Congo n'est pas dirigé par les Rwandais. Non, mais le Rwanda n'est pas... Le Congo est dirigé par Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. C'est pas Paul Kagame qui dirige la République démocratique du Congo. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Kagame dirige la République du Rwanda. Oui, on fait ici, nous parlons du Congo. Épargnez-moi de ces débats sur Paul Kagame parce que de temps en temps, lorsqu'on veut évoquer les défaillances de notre État, et vous nous évoquez l'idée du Rwanda, comme si c'est le Rwanda qui est le porte-malheur du Congo. Non. Nous sommes responsables. C'est pas le Rwanda qui attaque le Congo. Je doute fort. C'est pas le Rwanda qui pille les minerais. Je pense que le Rwanda peut piller le Congo sur les plans économiques ou sur les plans sécuritaires, comme vous évoquez.
Mais tous les malheurs, il ne faut pas prendre les Rwandais aujourd'hui comme les boucs émissaires. Ils ne sont pas responsables de tous nos malheurs. Nous avons notre part de responsabilité. Parce que ce n'est pas les Rwandais qui poussent certains ministres ici, sur place, à voler dans les caisses de l'État. Ce n'est pas les Rwandais. Ce n'est pas les Rwandais qui empêchent les régimes en place de répondre, ne fût-ce qu'au bien-être du peuple congolais, de donner l'eau et l'électricité au peuple congolais. Ce n'est pas les Rwandais. Alors, laissons les Rwandais tranquilles à un certain point, mais je pense que ils sont reprochés d'un côté d'être des mèches avec certains Congolais qui acceptent de paralyser notre territoire national, mais d'un côté, nous sommes responsables de ce que nous sommes en train de traverser parce qu'il y a un sérieux problème de gouvernance ici. Donc, c'est que, et à partir du moment où nous n'avons pas la bonne gouvernance, et je pense que nous aurons toujours ces frustrations, et certains Congolais vont se faire manipuler. Mais la politique, c'est par certaines forces étrangères. La politique, c'est aussi faire des concessions. La politique, c'est aussi accepter. Le problème, c'est la concession. Les concessions qui doivent être faites en politique n'ont pas lié d'être faites en ce moment ici, parce que... Et pourquoi pas? Parce nous que sommes le en pays train cherche de des solutions partir, mon cher ami. Nous sommes en train de partir... Donc vous êtes un radical alors? S'il vous plaît. Oui. Nous sommes en train de partir tout doucement vers la fin du mandat du président de la République. Il ne faut pas oublier que bientôt, nous serons en 2027. Il nous reste une année. Il a pris ces pays, il sait là où il a pris, mais nous attendons, bien sûr, qu'il nous fasse l'alternance, la passation du pouvoir. Et pourquoi vous voulez, en ce moment, évoquer la question du dialogue, commencer à nous dire que parce qu'il y a la guerre à l'est du Congo, il n'y a pas de possibilité à organiser les élections à la date fixée par la Constitution. Monsieur Manuel, donc ce débat n'a pas de sens. L'opinion se pose la question de savoir. L'opposition, si l'opinion doit savoir qu'elle est celle responsable de tout ce que nous traversons dans notre pays, de la crise sécuritaire, la crise économique que nous traversons. C'est le régime en place. C'est le régime de M. Tshisekedi qui est responsable. Et donc ça... On l'a entendu sous Mobutu, on l'a entendu sous Kabila, on a entendu ça. Nous n'allons pas continuer. Ils sont partis, le problème est resté entier. Partis, mais c'est parce que nous n'avons pas jusque-là des Congolais qui sont tournés vers le bien-être du peuple congolais. Nous avons la plupart des gens qui accèdent aux postes de responsabilité politique pour résoudre leur soif du pouvoir, leurs besoins personnels. Faut pas me poser cette question parce que vous savez que Mobutu a pillé ces pays avec l'impair. Laurent Désiré Kabila également. Il est venu avec la volonté de pouvoir améliorer, mais vous savez comment est-ce que ces pays a été déchiré en 4 morceaux sous Kabila le père. Et Joseph Kabila est venu 18 ans de pouvoir. Il a laissé toutes les routes en lambeaux. Les pays étaient désorganisés sur tous les plans. Attendez, monsieur Manuel. Les institutions de la plupart affaiblies. Et aujourd'hui, nous avons cru que nous aurons un fils du pays au pouvoir. Mais qu'est-ce que lui nous a servi? C'est un groupe de justiciers qui sont au pouvoir, qui sont venus pour résoudre leurs problèmes personnels. Ils ne voient pas l'intérêt du peuple. Et donc, nous allons continuer comme ça avec ces gens à les applaudir. Et pourtant, il est venu avec un mandat fixé par la Constitution de la République. Et donc, il faut que ces mandats soient respectés. Donc, en 2028, ce n'est même pas les peuples congolais, pardon, ce n'est même pas l'opposition qui demande à ce que la Constitution soit respectée, mais c'est plutôt les peuples congolais qui demandent à ce que la Constitution de la République soit respectée. Parce que la plupart des sections dans l'opposition, c'est des gens assoiffés du pouvoir. La plupart. Et aujourd'hui, je vous dis, vous n'êtes pas assoiffé du pouvoir. Nous n'allons pas. Non, vous personnellement, vous n'avez pas. Nous avons ici parlé de la C64. Vous savez pourquoi la C64 a été créée? Je viens de détailler ici les objectifs qui ont conduit à la création de la C64. C'était pour le respect de l'ordre constitutionnel. Mais d'où vient la question du dialogue ici? Parce que cette question du dialogue n'a jamais été évoquée dans les objectifs de la C64. Et si je demande la C64, nous sommes une coalition de circonstances. Nous nous sommes rencontrés tout simplement pour barrer la route à un régime qui veut violer la Constitution de la République. C'était pas pour évoquer la question du dialogue. Nous allons parler de quoi dans ce dialogue? Parce que nous demandons le départ pur et simple de M. Tshisekedi.
avec son régime. Et M. Kabila, comment il s'appelle? Alain Bolodjoa, qui dit que cette coalition doit disparaître. Vous êtes du même avis? La coalition ne doit pas disparaître parce que c'est un combat du peuple congolais. La coalition n'appartient ni à X ni à Y. Quand bien même qu'il y a aujourd'hui des gens qui se sont autoproclamés membres du présidium. Sur base de quels critères ils sont membres de ces présidiums? Sur base de quels critères? Parce que ces gens, aujourd'hui, n'inspirent plus la confiance du peuple congolais. La plupart sont des aventuriers politiques. Et nous voulions à ce que le peuple congolais qui est aujourd'hui témoin essaye de comprendre que ces gens sont manipulés par les pouvoirs en place et ils se sont autoproclamés. Vous voyez, la C64, c'est toute une révolution. C'est toute une révolution. Et dans une révolution, il n'y a pas de leader politique. La révolution, c'est quoi? C'est un mouvement de masse. Des citoyens qui sont contre les systèmes politiques qui dirigent les pays. Et donc, il n'y a pas de leader dans cette histoire et personne n'est leader dans cette histoire de la C64. C'est une coalition du peuple congolais et tout Congolais qui est contre les changements de la Constitution de la République est membre de la C64. La C64 n'appartient ni à X ni à Y. Si ces gens veulent se taper à la poitrine, comme s'ils sont leaders de cette coalition-là, la coalition ne leur appartient pas. Mais comme ils veulent confisquer cette coalition, comme si ça leur appartenait, parce que la plupart, ils ont des partis politiques. En commençant par M. Sessanga, il est à la tête d'un parti politique qui s'appelle Envol. Est-ce que vous connaissez les poids politiques d'Envol sur cette ville de Kinshasa? Il représente quoi? Rien du tout. Donc, quelqu'un qui est incapable d'organiser son propre parti politique, vous savez qu'il est en mesure de rassembler 50 000 Congolais. Nous prenons un autre parti comme LGD de Matata Mponyo. LGD représente quoi dans cette ville? Et donc, c'est un groupe de gens qui veulent, prenons-les comme des grenouilles qui veulent se faire grandes dans la marmite. Et donc, nous ne sommes pas là-bas. Nous disons tout simplement au peuple congolais de ne plus continuer à faire confiance à des opportunistes, des aventuriers politiques et qui veulent tout simplement s'accrocher à quelque chose. Quand vous suivez, parce qu'ils ont leurs intérêts. Monsieur Seth Kikouni, qui est membre de Sauvons la RDC, fait un tweet ou un message sur Facebook pour dire que la véritable opposition, c'est Sauvons la RDC avec Kabila. C'est cela, la véritable opposition. Tout ce qui se passe à Kinshasa, ce n'est pas de l'opposition, c'est autre chose. Vous ne pensez pas qu'il a raison de dire ça parce que... Mais il doit savoir, mais c'est Kikouni, que l'opposition, elle est plurielle. Et Fayoulou ne représente pas l'opposition congolaise. Parce qu'il a été candidat aux élections présidentielles, les dernières élections, il est sorti avec 12% des voix. Vous voyez? Et donc, l'opposition, elle est plurielle. Je pense qu'il y a un groupe, tout simplement, des opportunistes qui veulent s'approprier de ces combats. Or, ce combat ne leur appartient pas. C'est un combat qui appartient au peuple congolais. Seul le peuple congolais va se battre contre les régimes en place. Ce n'est pas à travers un leader politique, ce n'est pas à travers un politicien assoiffé du pouvoir. Et je demande à tous ces jeunes qui sont derrière ces gens de pouvoir se désolidariser et de pouvoir désavouer tous ces escrocs de l'opposition politique qui veulent se taper à la poitrine. Et j'en appelle aussi à la Senko de ne pas tomber dans cet aventurisme politique. C'est quoi l'aventurisme? Ces gens-là ne représentent pas toute l'opposition politique. Alors, vous n'allez pas appeler un groupe de 4 personnes comme s'ils représentaient l'opposition congolaise. Et voilà ce que j'appelle l'aventurisme politique, parce qu'ils ne sont pas mandatés par les peuples congolais. Et le peuple congolais est déterminé, ensemble avec certains leaders politiques de l'opposition, qui sont dans les vrais combats. Parce que ceux-là ne sont plus dans les vrais combats. S'ils se laissent avoir facilement par les régimes en place, si aujourd'hui ils s'attachent à l'idée du dialogue, c'est tout simplement parce qu'ils voient leurs intérêts. Pour qu'un premier ministre sorte de l'opposition. Et nous ne sommes pas partants pour l'idée d'un dialogue national, pour que cela aboutisse au partage du gâteau. Voilà la raison pour laquelle, je vous dis, nous sommes déterminés à continuer avec les combats
pour dire non au régime de Tshisekedi de partir en 2028 tout en nous laissant les élections libres et transparentes. C'est pas le dialogue qui va venir organiser cela. Alors, Monsieur Emmanuel Malango, on va poursuivre toujours dans les mêmes ordres d'idées. Vous avez suivi cette double rencontre. D'abord, la première rencontre, l'opposition avait refusé, mais les pères de l'Église ont insisté. Les pères de l'Église sont revenus à 2 reprises. Oui. Ils ont vraiment insisté. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Les pères de l'Église ne doivent pas dicter ce que l'opposition doit faire. Ils vous demandent. Les pères de l'Église de mettre de l'eau dans le vin. De mettre de l'eau dans le vin. Les pères de l'Église doivent nous dire, doivent nous garantir que dans ce dialogue-là, M. Tshisekedi doit renoncer à son projet du changement de la constitution de la République. Et doit nous laisser les élections libres et transparentes en 2028. C'est ce que l'Église doit faire. Il doit nous apporter des éléments qui nous convainquent que la constitution de la République sera respectée et M. Tshisekedi doit renoncer à ce projet du changement de la constitution et les élections seront organisées dans les délais. C'est ce que l'Église doit faire. Si l'Église va dans le sens d'être au milieu du village, on n'en disconvient pas. Mais l'Église ne doit pas se laisser manipuler par les pouvoirs en place. Parce que nous savons comment ça se passe, que nous acceptons d'entrer dans ces dialogues, mais pour la finalité de pouvoir élargir un gouvernement, et cela profitera au régime en place pour que M. Tshisekedi reste en place. Mais si les élections ne sont pas organisées en 2028, qu'est-ce que nous, de l'opposition, nous allons attendre de l'Église? Parce que l'Église, bien sûr, doit rester au milieu du village, mais l'Église doit nous garantir que la constitution de la République sera respectée. Mais si toutes ces garanties, ne sont pas présentées à l'opposition, et je pense que le combat va continuer, nous allons continuer dans la résistance, peu importe ce qui va embrasser l'idée du dialogue, mais nous allons rester dans la résistance jusqu'à ce que nous aurons bien des causes pour que les régimes puissent partir. Vous appelez les acteurs politiques à désobéir aux pères de l'Église. Les pères de l'Église font leur rôle. L'Église a un rôle à jouer. Vous avez aussi un personnel spirituel. Le rôle de l'Église. Vous êtes chrétien. Le rôle de l'Église. Vous savez, depuis le début, si l'Église veut à ce qu'il y ait un dialogue national, c'est une bonne chose. Qui peut refuser les dialogues? Mais pourquoi vous... Même en famille, lorsqu'il y a des toyi-boyi, des troubles entre père et fils, il faut qu'il y ait un dialogue. Même en famille. Mais si nous refusons ces dialogues, c'est parce que pendant cette période, ces dialogues n'ont plus de sens. Ces dialogues n'ont plus de sens pendant ces temps ici. Mais comment ça? Oui, bien sûr, parce que ces dialogues ont été demandés depuis. Alors, nous organisons ces dialogues pourquoi? Pour qu'en 2028, il y ait élection ou pas. Pour que les régimes renoncent à son projet du changement de la constitution ou pas. Si cela n'est pas garanti, alors ce dialogue n'a pas de sens. Et si cela est garanti? Mais si cela est garanti, ok, il n'y a pas de problème. Nous allons échanger en tant que fils et filles de ces pays, et par là, nous verrons comment nous allons organiser les élections en 2028. Est-ce que ce n'est pas à saluer cette volonté du chef de l'État d'organiser finalement un dialogue national inclusif, s'il vous plaît? Mais qu'est-ce qui lui a poussé Qu'est-ce qui lui a poussé à évoquer cette question du dialogue? Le cardinal Ambongo a été clair, mû par la volonté de préserver les acquis et l'intérêt supérieur de la nation. Le chef de l'État a résolu de pouvoir mettre tout le monde ensemble pour justement résoudre cette question. Mais oui, je n'en disconviens pas, mais c'est quoi la finalité? Mais résoudre les problèmes. Oui. Est-ce que cela va aboutir à quelque chose qui sera bénéfique pour l'intérêt du peuple congolais? Est-ce que le peuple sera gagnant dans cette démarche-là? Nous avons vu tous les dialogues qu'il y a liés dans ces pays. Cela aboutit par quoi? C'est les intérêts de certains politiciens qui vont intégrer les gouvernements et le gouvernement sera élargi. Et ceux qui sont de l'opposition
ils vont partir compléter la liste de l'Union sacrée. Il ne faut pas oublier que lorsque Kabila convoque les dialogues du centre pas du centre interdiocésain, mais il y a eu un dialogue d'abord qui a été conduit par Eden Kodjo, et nous avons eu un premier ministre de l'opposition, vous vous rappelez. Et ce dernier a été rejeté par l'ensemble de la population et la classe politique congolaise. Et il y a eu un deuxième dialogue, qui était celui des centres interdiocésains. Et vous savez ce qui s'est passé? Nous avons eu un premier ministre ici de l'opposition, mais toujours contesté par l'opposition. Mais ça bénéficiait à qui? À Kabila, qui a un glissement de 2 ans. Si nous voulons aller dans ces dialogues, pour que nous puissions obtenir un glissement de 3 ans, 4 ans, alors allons-y. Mais nous sommes avertis. Raison pour laquelle nous disons non à ces dialogues, et nous restons déterminés dans ces combats, pour qu'en 2028, les délais constitutionnels soient respectés et que le régime de Tshisekedi fasse la passation pacifique du pouvoir. C'est ce qui doit être fait. Et évoquer l'idée du dialogue, moi je pense que c'est faire marche arrière. Et c'est de servir, une fois de plus, les béquilles à un régime qui est déjà essoufflé. Raison pour laquelle nous appelons la population d'être debout, de ne pas se laisser manipuler par certains groupes d'individus qui sont assoiffés du pouvoir ou qui mangent déjà dans l'assiette. Déjà, ceux qui sont au pouvoir. Il y en a? Bien sûr, qui veulent aujourd'hui manipuler la jeunesse de ces pays. À ces jeunes, je leur dis tout simplement de pouvoir faire attention, de ne pas se faire manipuler. Donc, dans 64, il y a des gens qui mangent déjà avec... en train de manger. Je suis en train de vous dire que nous sommes... Certains leaders nous sommes dans cette coalition, la C64. La C64 n'appartient à personne. Ni à Sesanga, ni à Matatampone. N'appartient à personne. Et je vous dis que la C64, c'est une expression du peuple congolais, de ces Congolais qui sont contre les changements de la Constitution de la République. Ce n'est pas un bien privé de quelqu'un. Nous sommes une coalition de circonstances. Nous sommes réunis pour mener des activités. Mais à partir du moment où ces activités ne sont plus menées, et les gens sont tournés maintenant vers la question du dialogue, c'est qu'ils voient leurs intérêts, ils veulent tout simplement intégrer le gouvernement de la République pour avoir des postes politiques. Et cela va bénéficier à leur famille, va bénéficier à leur parti politique, et le reste des Congolais vont continuer à croupir dans la misère. Et nous sommes contre cette démarche-là. Dans ce 64, il n'y a pas de Congolais qui sont dignes de confiance. Dans la C64, il y a des Congolais, comme moi. Je fais partie de la C64. Parce que je suis contre l'idée du changement de la Constitution de la République. C'est quoi la preuve que vous êtes digne de confiance, les autres ne sont pas dignes de confiance? Mais c'est parce que je l'ai dit, j'ai dit des choses ouvertement. Et je mène les vrais combats. Tandis que les autres ne sont pas dans les vrais combats. Mais qui ne prouve pas que c'est une posture politique? Qu'est-ce qui prouve que c'est ce qu'ils font là? Mais écoutez, c'est parce que, vous savez, lorsque vous êtes dans une coalition, il faut respecter les coalisés. Nous sommes dans une coalition, mais ceux qui ont coalisé, il faut les respecter. Mais vous n'allez pas vous considérer comme un Dieu le Père en prenant des décisions sans consulter les autres. Et cela prouve que vous êtes manipulé par les pouvoirs en place. Et c'est ce qui est en train de se passer pour l'instant. Certains ont passé un laps de temps sans être au pouvoir, sans être ni ministre ni DG d'une entreprise. Et aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est que ces dialogues viennent ouvrir un boulevard à certains d'entre eux pour qu'ils se retrouvent au gouvernement. Mais est-ce que c'est ça le vrai combat? Non. Ce n'est pas ce que le peuple attend de nous. Le peuple attend de nous à ce que le régime qui est en train de faire du mal au peuple congolais, et je parle bien du régime de Tshisekedi qui fait du mal au peuple congolais, ce régime doit partir en 2028, et donc nous attendons des élections pour que nous ayons un autre chef de l'État à la tête du pays. J'ai posé cette question plusieurs fois. On fait comment avec ceux qui sont dans Goma, Bukavu, notamment Kabila, Nanga, Bissimo, et tous les Congolais qui sont là-bas? Comment on fait de ces gens-là? On fait comment avec ces gens? Lorsque nous aurons un pouvoir digne et responsable,
Avant ou après les élections? S'il vous plaît, lorsque M. Tshisekedi, permettez-moi de l'appeler, lorsque le président de la République, Tshisekedi, va accepter de céder les pouvoirs, de comprendre sa défaite, de comprendre qu'il a mal géré ces pays et qu'il est temps aujourd'hui de rester à l'écart, de permettre, de donner la chance à d'autres Congolais pour que ces pays, soit nous passions par une transition avec un autre président de la République qui va maintenant convoquer ces dialogues-là pour que nous puissions maintenant nous asseoir. Et comme ça, discuter de vraies questions sécuritaires. Et à partir de ce moment-là, tous les Congolais auront la possibilité de s'exprimer et de dire à certains d'entre nous qui ont pris les armes, de pouvoir déposer des armes et de faire la paix. Et nous finirons par un leadership responsable, par un gouvernement responsable, pas par un gouvernement des juicères, des gens qui sont là, qui tirent des ficelles pour leurs propres intérêts. Et non. Parce que ce qui pousse aujourd'hui les gens à prendre les armes, c'est la frustration. C'est des gens qui subissent des injustices sociales. C'est certaines populations qui se sentent marginalisées, qui ne se retrouvent pas dans leur propre pays. Et tout cela ne peut pousser aux uns aux autres de recourir par les moyens des armes. Si nous, peuple congolais, nous arrivons à mettre ce qui nous divise à côté, de privilégier l'intérêt collectif, de comprendre que le Congo, c'est un bien commun, ça appartient à tout le monde, à partir de ce moment-là, on peut s'asseoir et discuter maintenant des vrais problèmes. Pas dans un dialogue où vous convoquez un dialogue, vous savez déjà ce que vous voulez faire dans ce dialogue-là. Vous vous dites, nous allons dans ce dialogue tout simplement pour manipuler cette partie de l'opposition. Comme ça, nous allons leur attribuer des fonctions, des postes politiques. Et comme ça, nous allons les anéantir au niveau de Kinshasa. Peu importe ce qui se passe dans la partie est du Congo, cela ne nous intéresse pas. Mais nous allons rester régnés à l'ouest du pays. Tandis que notre pays aujourd'hui, une grande partie du territoire national est prise en otage par une armée étrangère. Voilà ce que nous condamnons chaque jour. Mais si un président de la République n'est pas aujourd'hui à mesure et d'aller soit tenir un meeting pour parler avec sa population dans une partie du territoire national, et donc c'est-à-dire que son pouvoir n'a pas d'essence. Raison pour laquelle nous demandons tout simplement ce que nous ayons un leadership responsable, que nous allons mollo vers 2028, et comme ça, il cède les pouvoirs. Et nous pouvons passer par une transition. Cela peut nous permettre à ce que nous ayons soit un religieux qui peut prendre cette tranche de transition et pour nous permettre de nous asseoir maintenant et d'organiser les élections. Ah, là, vous optez pour le dialogue. Là, j'opte pour les dialogues. Pourquoi? Parce que je sais que ce dialogue-là sera piloté par un président de la transition qui n'aura pas de parti pris, qui n'a pas la volonté de se maintenir au pouvoir, mais qui sait que je suis venu avec une mission, c'est de pacifier, c'est de permettre à ce que les Congolais se mettent ensemble, se parlent. Et comme ça, nous aurons des choses transparentes. Le président du Sénat, il vient de l'Union sacrée. Mais je vous dis ceci. Si à partir de 2028, que les élections ne sont pas organisées, cela veut dire que toutes les élections de la République tombent. Même le président du Sénat n'aura pas la facilité d'exercer les fonctions du président de la République en cas où il y a vacance du pouvoir. Alors, on fait comment? Et donc, nous allons passer par une transition et nous allons continuer à résister pour que nous ayons un gouvernement de transition. Vous êtes partant? Est-ce que vous et avec un autre président de la République. Est-ce que vous serez disponible à faire partie d'un gouvernement d'union nationale? Non. Vous particulièrement? Moi particulièrement, je suis d'ailleurs contre l'idée du dialogue national et inclusif. Je sais que ces dialogues, intégrer le gouvernement pour faire quoi? Pour faire quoi dans les gouvernements? Parce que c'est un gouvernement de gens qui sont venus piller la République. Et certains d'entre eux ont déjà pillé cette République.
ils ont la lourde responsabilité et le peuple congolais n'a plus confiance à travers ces gens. Mais honte à tout celui qui va accéder dans ce gouvernement parce qu'il sera jugé de la même manière que ces gens, par le peuple congolais. Et donc, un citoyen à vertu, un citoyen normal, qui aspire, qui a des valeurs, ne peut plus accepter d'intégrer ce gouvernement. Parce que c'est un gouvernement de honte, tout simplement. À quelles conditions vous êtes prêt à accepter un dialogue? À quelles conditions je suis prêt à accepter un dialogue? Oui. Je suis prêt à accepter un dialogue avec la démission du président de la République. Ah bon? S'il démissionne, et dans ces cas-là, nous pouvons, pendant cette période, ou soit le président du Sénat exerce les fonctions du président pendant cette période, il convoque les dialogues. L'union sacrée. Non, mais il a une mission simple. Il a une mission simple d'organiser les dialogues. Les élections, pas le dialogue. S'il vous plaît. D'organiser les dialogues, c'est dans les dialogues que nous allons définir. Non, il a une délai très court. Nous allons définir. Il faut l'enrôlement des électeurs. Il faut l'enrôlement des électeurs. Ça prend du temps, il faut le déploiement du matériel. Nous pouvons, mon cher ami, nous mettre d'accord. Sur tout l'ensemble. Nous pouvons toujours nous mettre d'accord sur les délais. Ah, ça c'est la Constitution. Vous voulez violer la Constitution? Oui, nous pouvons toujours nous mettre d'accord sur les délais. Si la Constitution dit que pendant 6 mois, et qu'il n'y a pas de moyens pour organiser ces élections-là pendant 6 mois, on peut prolonger. Mais seulement que nous sommes convaincus que celui qui est là n'a pas une autre mission de briguer un mandat. Parce qu'il est là avec une seule mission de pacifier le pays, de faire asseoir le peuple congolais, de discuter des grandes questions qui paralysent la République. De transition, rien n'empêche que vous soyez membre du gouvernement aussi. Ah ben, attends. Bon, pourquoi vous insistez sur on peut servir la République sans être membre du gouvernement? Et ici, je suis en train de servir la République. Et ce que je viens de dire ici, c'est très important. Mais pourquoi on ne fait pas de la politique seulement parce qu'on a besoin d'intégrer le gouvernement. Non, mais justement. Non. On peut servir son pays, on peut se battre pour son pays sans être au gouvernement, sans être nommé ministre ni PDG. Mais le papa Étienne, c'est pourquoi je l'appelle papa Étienne, Feu Étienne Tshisekedi a été membre du gouvernement après la conférence nationale souveraine. Voilà, que vous me citez son cas. Moi, je ne suis pas Étienne Tshisekedi. Moi, je suis Emmanuel Malangou. Et moi, je pense que je ne suis pas Étienne Tshisekedi. Moi, je suis Emmanuel Malangou. Je veux vous dire que servir mon pays ne m'oblige pas seulement d'intégrer le gouvernement. Jamais. Je peux. Non, attendez. Cette émission est enregistrée. On vous suit, on vous regarde par l'opinion. Vous nous assurez ici, sur ce plateau, que jamais vous ne pourrez intégrer le gouvernement d'Union nationale sous la présidence du président Félix Tshisekedi. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà, donc ne me faites pas dire ce que je voudrais vous dire ceci. Alors. Je voudrais vous dire oui. qu'en aucun moment, je n'accepterai d'intégrer un gouvernement pendant que M. Tshisekedi est président de la République. Jamais de la vie. Jamais de ma vie. Parce que je sais que le leadership, s'il vous plaît. Cette émission est enregistrée. S'il vous plaît, laissez-moi vous dire. Oui. Je sais que le leadership sous Tshisekedi, c'est un leadership faible. Et c'est un leadership de honte. Et comme je suis un homme de valeurs, je suis attaché à des grandes vertus républicaines et je ne peux pas accepter d'aller me faire suyer dans ce gouvernement. Parce que c'est un gouvernement de honte. Seulement, si nous acceptons d'aller mollo, tout droit vers 2028, et comme ça, lorsque M. Tshisekedi ne sera plus président de la République, je pense qu'il pourra faire la passation du pouvoir, et cela me permettra, moi, en homme libre et indépendant, de poser ma candidature comme candidat président de la République. Et si les peuples congolais me font confiance, et je pense que je peux être élu président de la République, et je continuerai à servir les peuples congolais. Et donc, voilà. Vous annoncez votre candidature. C'est ce que je pense. J'annonce ma candidature à la présidentielle de 2028 parce que j'ai quelque chose à donner au peuple congolais. Quoi, par exemple? J'ai l'amour de servir ces pays. Ça ne suffit pas. Je ne le dis pas parce que je suis un homme affamé. Je ne suis pas un homme affamé. L'amour ne construit pas une nation. Seulement, je vous dis, ce qui tue, ce qui paralyse notre nation, c'est parce que nous n'avons pas des gens qui portent l'amour de ces pays.
qui portent l'amour de cette patrie. Mais est-ce que quand on a l'amour, on ici, peut nécessairement développer? Avant tout, il faut avoir l'amour. L'amour, c'est un critère. Il faut avoir l'amour avant tout. Il faut avoir l'amour de servir les autres. Il ne faut pas oublier que même Christ, qui est le sauveur de l'humanité, la seule loi qu'il nous a laissée, la loi de l'équilibre social, c'est quoi? C'est l'amour. Avant tout l'amour, avant les autres. À part l'amour. Si lui-même, le sauveur de l'humanité, nous a démontré noir sur blanc qu'avant de faire toute chose, c'est l'amour avant tout. À part l'amour. À part l'amour, il faut avoir un projet. Il faut avoir un projet de société qui doit convaincre les peuples. Et ces projets, je pense que je l'ai. Il faut avoir des atouts qui vont vous permettre d'exercer votre mandat en tant que président de la République. Et ces atouts, je l'ai. Voilà. Et donc si on vous donne le pays aujourd'hui, le pays. Si on me donne ces pays. Vous promettez quoi aux Congolais? Si on me donne ces pays, je vous dis, je pourrais faire plus que ce que Lula a fait. Au Brésil. Parce que je sais par où je vais commencer. Par où? Vous commencez par où? Et je sais ce que demande les peuples congolais. Je sais les gros soucis. Je connais les gros soucis qui rongent la vie sociale du peuple congolais. Et je sais par où toucher pour améliorer le bien-être du peuple congolais. Mais comment? Parce que cela ne me permet pas de dévoiler ce que je pourrais faire parce que ça nous prendra du temps. Mais ce que j'aimerais vous dire, ce que je sais, ce que demandent les peuples congolais, et je sais les gros problèmes qui paralysent notre société. Et à partir du moment où je toucherai ces vrais problèmes-là, je pense que ça pourra déclencher le développement de ces pays. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. Cette émission est complètement terminée. La régie nous fait savoir qu'on a épousé toutes nos minutes. Vous l'avez certainement compris, en face de moi, monsieur Emmanuel Mangou, chef de file de Bloc National, courant politique de l'opposition, membre de 64 également. Il n'est pas d'accord avec l'idée de report de la marche du 22 juillet. C'est le deuxième report après celui du 8. C'est pas que je suis pas, excusez-moi, que je ne suis pas d'accord avec les reports de cette marche-là, mais je ne suis pas d'accord avec l'aventurisme politique. Très bien. Je suis pas d'accord avec l'opportunisme politique. Je suis pas d'accord avec tous ceux qui pensent aujourd'hui qu'ils représentent l'opposition. Or, ils ne le sont pas. Aujourd'hui, j'aimerais dire au peuple congolais que l'opposition, elle est plurielle. Si un groupe d'individus qui ont rencontré les cardinals veulent se prendre comme des porte-parole de l'opposition, ils ne le sont pas. Parce que l'opposition, elle est plurielle. Et je demande à l'Église catholique de ne pas se faire manipuler et de ne pas tomber dans cet aventurisme politique. Parce que les peuples congolais vont continuer à souffrir. Voilà, on va s'arrêter là, messieurs, dames, à toutes et à tous. Voilà, on va donc complètement s'arrêter, vous l'avez compris, monsieur Malangou. On va souligner quelques phrases importantes qu'il a déclarées ici. Il ne prendra jamais part à un gouvernement d'union nationale aussi longtemps que le président Tshisekedi est à la tête du pays. Bien sûr. Ça, c'est pris comme cela. On espère que demain, il ne va pas se raviser pour intégrer quelques gouvernements d'union nationale. Mais il annonce également une grande annonce. Il est candidat à la prochaine élection présidentielle. On espère qu'elle se tiendra en 2028, conformément à la Constitution. On espère qu'elle se tiendra en 2028. Mais pourquoi pas? Parce que la Constitution est claire. Non, j'ai dit qu'on espère. La Constitution, parce qu'on on a un cas ici au pays, en 2016, il n'y a pas eu élection, donc la Constitution a donné 5 ans à chaque candidat et renouvelable une seule fois. Et je pense que le président Tshisekedi en a eu un, et le dernier mandat est celui-ci qui est en train de se terminer, et en 2028, nous lui souhaitons bonne chance parce qu'il a sa place au Sénat. Allez, on va se quitter, définitivement. Allez, portez-vous bien. Bonne soirée chez vous et que la paix règne en RDC.